Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Émilie Godjevic qui est sage-femme et qui a intégré dans sa pratique d'accompagnement des femmes l'hypnose. Aujourd'hui, on va donc parler de l'hypnose et des apports que ça peut avoir pour le parcours de santé d'une femme, que ce soit pour la gestion des douleurs, la préparation à l'accouchement, l'arrêt de tabac. Émilie, merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir. Est-ce que tu veux bien tout d'abord te présenter un peu et un peu ton parcours? Bah, comme tu l'as dit, je peux te tutoyer? Oui, Ouais. Comme tu l'as dit, bien sûr. je suis sage-femme de formation. Donc voilà, j'ai accompagné beaucoup de femmes dans leur parcours de maternité. Et puis, assez tôt dans mon cursus, finalement, je me suis d'abord formée à la tabacologie pour aider les femmes à arrêter de fumer. Et puis, ça m'a naturellement amenée à la pratique de l'hypnose, donc au départ dans le cas du sevrage tabagique, et puis finalement dans tout un tas d'applications qui tournent autour de la santé de la femme. Alors, l'hypnose que le grand public a en tête, c'est un peu ces spectacles où Mm. on fait faire des choses Ouais. voilà, à des gens en dehors de leur contrôle. Est-ce que tu peux déjà nous définir ce que c'est que l'hypnose? Alors l'hypnose, l'état d'hypnose en tout cas, la définition la plus courante et la plus reconnue, c'est ce qu'on appelle un état de conscience modifié. C'est un état qui existe chez tout le monde, hein, c'est un état de dissociation finalement, mais qui peut nous arriver à tous hein, quand on assiste à une conférence un petit peu barbante et puis qu'on part complètement dans des pensées. Bon, le son est arrivé à nos oreilles, mais bon, c'est une information qu'on n'a pas traitée, on s'est dissocié, on était un petit peu ailleurs. Euh, c'est vrai que comme tu dis, l'hypnose grand public qu'on voit un petit peu à la télé, etc., avec des choses qui nous font finalement une mauvaise publicité, c'est vraiment autre chose que l'hypnose dans un cadre médical. Je dirais que dans l'hypnose de spectacle, le but c'est l'hypnose, alors que dans l'hypnose médicale, l'hypnose est un moyen de changement, un moyen de gestion différente pour des gens qui sont bloqués dans une situation à laquelle ils n'arrivent plus à faire face, que ce soit la douleur, l'anxiété, le sommeil, l'addiction ou tout un tas d'autres solutions. Et donc, en quoi ça se distingue d'une pratique de sophrologie, par exemple, ou de méditation? Alors, ça rentre un petit peu dans ce qu'on appelle ce qu'on appelait avant les médecines douces ou ce genre de choses qu'on appelle maintenant les médecines complémentaires. Euh, il y a des points communs qui sont voilà, de se recentrer un petit peu sur soi, d'avoir aussi la volonté de changer avec ses propres ressources. Euh, L'hypnose est un petit peu différente par rapport à l'ajout de suggestion. En fait, le cœur de l'hypnose, c'est la suggestion. Donc, qui peut être fait soit par le thérapeute, en ayant un petit peu discuté du but que cherche à atteindre la personne, soit en auto-hypnose, et donc d'utiliser l'hypnose comme un moyen, c'est-à-dire c'est un état de conscience dans lequel on vous met ou on se met, pour que les suggestions aient un résultat. Est-ce que, euh, est-ce que quand toi, tu es rentré dans l'hypnose, est-ce que tu as bénéficié déjà de l'hypnose toi-même? Oui, alors c'est vrai qu'en Est-ce que tu as une histoire formation, personnelle en gros? ouais, en fait, quand on fait la formation d'hypnose, comme dans toutes les pratiques de soins, on s'exerce. Donc on s'exerce un petit peu les uns sur les autres. Et donc oui, j'ai vécu ça, l'état d'hypnose, qui est pas nécessairement ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire de perdre le contrôle ou de sentir que quelqu'un vous contrôle ou quoi que ce soit. On peut aboutir à un changement en ayant vécu une hypnose où on est complètement maître de ce qu'on fait, de ce qu'on voit, et juste constater qu'il se passe quelque chose. Et notamment, moi, j'avais vécu ça en cours, comme ça, où bon, voilà, on s'exerce un petit peu, et puis on me disait que, voilà, que mes bras étaient légers, par exemple. Et donc, moi qui essayais de le faire et tout, j'ai vraiment senti presque les bras s'envoler, quoi. Et j'étais complètement consciente de ça, de dire tiens, c'est marrant, j'arrive à faire ça. Euh, Alors que d'autres aussi, qui étaient probablement un peu plus suggestibles, hein, parce qu'il y a des niveaux de suggestibilité, eux, ils avaient carrément les bras qui se levaient.
mais tout en étant conscient que les bras se levaient et que c'était cool et que c'était marrant d'arriver à faire ça. Donc toujours voilà, dans la bienveillance et dans le contrôle. Et donc oui, j'en ai bénéficié aussi, même dans mon parcours médical, du coup, étant hypnothérapeute, ben, voilà, dans mon parcours qui a pu m'arriver à moi, ben, j'ai fait appel à des collègues pour avant des interventions, par exemple. Et j'en ai vraiment bénéficié. Avant une intervention, c'est quand même beaucoup mieux, bah, soit que quelqu'un vous fasse de l'hypnose, soit de faire de l'auto-hypnose. Pour l'anesthésie, c'est quand même beaucoup mieux. Comment est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu penses qu'il y a une démocratisation? Est-ce que tu penses que l'hypnose est maintenant beaucoup plus acceptée par et les soignants et le grand public? Est-ce que ou c'est encore, on est encore un petit peu à la marge de... De moins en moins. Je pense que vraiment on a une vraie démocratisation de l'hypnose. C'est vrai que quand moi j'ai commencé, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y avait encore quelques petites réticences voilà, de certaines personnes du corps médical hein, qui disaient oui, bon, bah, c'est gentillet, etc. Mais de plus en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à l'hôpital, il y a de plus en plus d'anesthésistes formés, d'infirmières anesthésistes formés, de médecins en général. Et c'est beaucoup plus de la pratique courante de proposer ça en préopératoire ou dans le cadre d'un parcours, dans les centres antidouleurs, dans les centres de PMA. Donc il y a une vraie réintroduction de l'hypnose à l'hôpital, parce que c'est quand même là que ça a commencé, mais vraiment de l'hypnose dans un cadre médical et déontologique. Donc ça devient un peu une partie de l'arsenal thérapeutique en fait. Complètement. Euh, Est-ce que les femmes te consultent, alors tu es hypnothérapeute, est-ce que les femmes te consultent par la porte d'entrée de l'hypnose ou est-ce Mhm. que elles viennent avec une autre problématique et tu vas leur proposer dans ton cheminement l'hypnose en plus? Alors moi, elles viennent me consulter parce que je suis hypnothérapeute. Donc elles peuvent avoir tout un système de prise en charge pour ce pourquoi elles viennent, mais elles viennent pour de l'hypnose. Et, et euh, est-ce qu'il y a, alors pour celles qui sont réglées, donc on va dire avant la ménopause, est-ce qu'il y a un impact des cycles hormonaux, de ces états hormonaux sur ta réceptivité à l'hypnose? Est-ce qu'on est plus réceptif avant, après Mhm. ménopause? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Alors, c'est assez difficile à dire avant, après ménopause ou en fonction du cycle. Ce qui est certain, c'est que notre état émotionnel à l'instant T fait partie de la façon dont on va répondre à l'hypnose. Donc, si l'état émotionnel est lui-même, ou l'état cognitif est lui-même impacté par le cycle, oui, ça va impacter la façon dont on va répondre à l'hypnose. Et il y a une différence entre hommes et femmes? Il y a une différence entre hommes et femmes. Je dirais que dans ma pratique, en tout cas, il y a un peu plus de femmes. Je dirais 60-40 dans ma pratique. Euh, Peut-être parce que les femmes sont un petit peu plus en avance dans, comment dire, l'acceptation de l'introspection et l'acceptation que parfois la solution peut venir de soi et qu'il faut de l'aide aussi pour ça. Aujourd'hui, peut-être dans la société, c'est plus difficile pour les hommes d'avoir la place de dire j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin Hmm. d'aller vers ces techniques-là. Moins de vulnérabilité. Voilà, Ouais. exactement. Euh, Avant de parler de certaines pathologies que tu traites, j'aimerais bien globalement, que tu nous décrives comment ça se passe une première séance Mhm. d'hypnose. Enfin, si je viens te voir demain, avec, indépendamment du problème, quelles sont les choses que tu fais, comment tu prépares cette séance, qu'est-ce qui se passe? Alors, avant tout, il y a un entretien qui est relativement long bah, pour qu'on discute un petit peu de la problématique et puis de toutes les mince, j'ai perdu mon mot, toutes les ramifications. Ouais. Au début, je recommence. Euh, Ça commence par un entretien qui est relativement long pour parler un petit peu de la problématique et de toutes ses ramifications. Et c'est un entretien au cours duquel moi je commence à construire ma séance d'hypnose. Ma séance d'hypnose, elle est très personnalisée. Hein, je ne fais pas une séance d'hypnose pour l'anxiété, une séance d'hypnose pour le Hmm. tabac. Elle inclut beaucoup l'histoire des gens, la façon dont eux, ils considèrent leurs problèmes.
les solutions qu'ils ont déjà explorées qui n'ont pas fonctionné, euh, leurs peurs, leurs attentes. Donc moi, je construis ma séance d'hypnose comme ça. Donc voilà, on discute. Et puis bah, à un moment, voilà, on dit bon, bah, voilà, installez-vous confortablement. Alors ça peut être allongé ou assis. L'idée, c'est vraiment d'être confortable et puis de pouvoir poser la tête si jamais on a envie. Euh, et puis donc là, la séance d'hypnose à proprement parler, euh, ça commence par ce qu'on appelle une induction. Donc en fait, c'est l'arrivée à l'état d'hypnose qui peut passer par de la relaxation, qui peut passer par la fixation d'un point, qui peut passer par simplement la logorée, c'est-à-dire le fait de parler beaucoup, longtemps, etc., qui place les gens dans cet état. Et puis arrivent bah, voilà, les suggestions, la visualisation. Donc on peut retrouver des choses parfois qui empruntent à la méditation ou qui empruntent à la sophrologie. Et tout ça fait un package dans lesquels sont glissées les suggestions, qui sont finalement juste des clés qu'on donne au patient pour qu'il ouvre lui-même les portes. C'est vraiment essayer de déployer les propres ressources du patient. Et tu peux détecter entre guillemets, la réceptivité de quelqu'un? Est-ce que tu Oui, vois des gens qui sont complètement résistants ouais, oui. Alors, souvent, on imagine que si on est réceptif, c'est qu'on part dans un état complètement second et voilà, qu'on est presque que plus là, etc. Alors qu'en fait, il y a toute une variété de façons de vivre la séance d'hypnose euh, qui ne sont pas corrélées à l'efficacité de l'hypnose. C'est pas parce qu'on se sent partir que l'hypnose va être efficace, ou à l'inverse, si on ne sent rien de particulier, que l'hypnose ne va pas être Mhm. efficace. Euh, en tant qu'hypnothérapeute, on est habitué à essayer d'observer un petit peu le patient pour reconnaître les petits signes qui font que bah, on est dans la bonne direction ou pas. On peut aussi parler pendant la séance d'hypnose, répondre et s'orienter un petit peu en fonction de ça. Donc oui, on détecte la façon dont les gens répondent. Et donc, une fois que tu as cet entretien initial et puis plus ou moins la première séance, dans ta tête, est-ce que tu as un schéma thérapeutique? C'est-à-dire, tu dis, pour ce type de problème, c'est 3, 4 séances. Mhm, Ou est-ce que c'est un peu comme une analyse mhm. où finalement on part un peu à l'inconnu? Ou est-ce que... C'est un petit peu entre les deux. J'ai un schéma thérapeutique quand on a discuté, effectivement. Il y a il y a des gens à qui voilà, je vais me dire, ok, bon, là, je pense qu'une séance, ça devrait aller. Euh, et d'autres à qui je vais dire bah, peut-être plusieurs séances parce qu'on travaille un petit peu en couche. C'est-à-dire que voilà, ouais, cette Mhm. première couche-là, après, il y a d'autres choses en dessous et on va probablement y revenir. Euh, la médiane, en gros, c'est entre 1 et 5 séances en général pour traiter le problème. Parfois, il y a des petites séances d'entretien, à 6 mois ou 1 an si les gens ont besoin de revenir. Euh, J'essaye toujours de faire au plus court, hein. Mon but n'est pas de rallonger la prise en charge. Souvent, moi j'aime bien faire une séance, laisser les gens décanter un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne, et puis se revoir peut-être au bout de 3 semaines, voir un petit peu bah, où ils en sont, s'il y a d'autres choses qui sont mises à jour, et donc voilà, s'il y a d'autres choses à traiter, et retourner, remettre une petite couche à ce moment-là. Euh, Quelle est la première cause de tes consultations d'hypnose, on va dire en fréquence? En fait, on me pose souvent cette question et finalement, j'ai une telle variété Qu'il n'y a pas un... de symptômes. euh, alors, si on voudrait vraiment regrouper, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'anxiété, que ce soit voilà, du sommeil, du mal-être ou des douleurs majorées par l'anxiété. J'ai pas mal de ce qu'on appelle des troubles somatiques fonctionnels, des gens qui ont des douleurs un petit peu fantômes ou des symptômes Mhm. sans cause particulière. Euh, voilà, du sommeil, des addictions et puis tout ce qui tourne autour de la vie de la femme. Donc, que ce soit des douleurs d'endométriose ou de choses comme ça, en passant par les parcours d'infertilité, la grossesse, le postpartum. Ok, ben, du coup, on peut peut-être parler de certains de on va dire ces conditions. Mhm, Euh, la première chose, déjà, la douleur chronique mhm, que les femmes peuvent avoir dans l'endométriose, ou même aujourd'hui, il y a plein de maladies comme la fibromyalgie, mhm, il y a beaucoup de femmes qui ont de l'air dans l'os, enfin des mhm. syndromes douloureux.
Comment est-ce que l'hypnose agit sur la douleur ou le stimulus nociceptif? Alors, l'hypnose, elle va agir en modulant justement la régulation de la nociception. Donc, ça va être de stimuler les mécanismes qui calment la douleur. Et ça va être aussi de traiter toute la partie euh, émotionnelle de la douleur. Tout ce qu'on y associe, la façon dont on s'y est habitué. Et donc, comment gérer, gérer la façon dont on reçoit la douleur, c'est-à-dire donc diminuer la perception de la douleur, et aussi gérer le message qu'on envoie à la douleur. Le message de calmer le stimulus nociceptif, le message de détourner l'attention. Donc, c'est un système à plusieurs leviers, la gestion de la douleur chronique. Et donc ça, tu t'en sers par exemple dans l'endométriose chronique ou Ouais, je m'en sers dans l'endométriose, dans la fibromyalgie, dans les migraines, dans les rhumatismes articulaires. et là, c'est un travail qui se fait en séance et après les patients repartent avec un peu une boîte à C'est outils ça. euh, où elles sont capables de se remettre dans ces états-là Mhm. ou toutes seules. Alors, le travail se fait en séance. C'est un petit peu comme si vous preniez des cours de piano. Avec le prof, ben voilà, vous avancez, vous mettez les choses, et entre les cours, vous vous entraînez et vous vous améliorez. Et donc, le but dans la douleur chronique, c'est effectivement de fournir cette boîte à outils. Donc, on va faire une séance qui concerne tel levier, une séance qui concerne tel autre levier. On peut enregistrer des séances pour que les gens se les repassent en audio. Et que les gens deviennent actifs sur leur douleur. Donc tout ça, ça participe aussi à l'efficacité de l'hypnose, de sentir que voilà, je peux y faire quelque chose, je ne suis pas uniquement dépendante des médicaments, ma vie peut changer, ma conception de ma vie avec la douleur peut changer. Et donc, elles repartent avec une boîte à outils, effectivement. Et donc tu es en... Est-ce que en fait ton but c'est d'être complémentaire au traitement antalgique classique ou ton but est ou le but des patientes, hein, Mhm. pas forcément le tien, et petit à petit de complètement se passer des traitements médicaux, comment se passe cette complémentarité? Alors, il faut toujours être très prudent. Encore une fois, comme on le dit, c'est une médecine complémentaire. Donc, il est évidemment jamais question de dire aux gens de tout arrêter et de ne faire que l'hypnose. Ceci dit, les gens viennent souvent en me disant j'en ai marre de tous ces médicaments, je voudrais, voilà, où ils ne fonctionnent plus, ou je voudrais d'autres solutions. Donc, moi, je travaille toujours conjointement avec les centres antidouleurs, etc. J'encourage jamais les patients à diminuer sans suivi les traitements antidouleurs. Euh, mais c'est vrai que le but est de se garder la médication à la plus petite dose efficace possible pour pouvoir augmenter quand il y a des moments aigus, Mhm. etc. Et donc, la douleur chronique, il faut vraiment la voir sur le long terme. Donc, il faut qu'ils aient dans leur arsenal thérapeutique des solutions qui viennent d'eux et qui ne sont pas forcément médicamenteuses. Et euh, tu- tu- quand, quand tu fais ça avec les patientes, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir utiliser à vie en fait? Oui, ils vont pouvoir l'utiliser à vie, ils vont pouvoir le décliner dans d'autres domaines de leur vie finalement. Quand, quand on a appris à gérer la douleur chronique, eh ben, on peut aussi décliner ça dans la gestion des à-coups émotionnels, que ce soit voilà, ou des deuils ou Mhm. des choses difficiles dans la vie, ou des relations professionnelles difficiles. C'est c'est quelque chose qui vous accompagne toute la vie, un peu comme les gens qui font de la méditation, dans l'idée de mieux gérer ses émotions et de ne pas se laisser envahir. Est-ce que tu as par exemple une histoire de patiente qui, qui te vient comme ça, qui pourrait illustrer un peu ce passage de avant-après hypnose? Alors, Ou schématiquement même? les choses les plus marquantes, souvent, puis surtout avec mon identité de sage-femme aussi, c'est la PMA finalement. C'est les parcours de PMA qu'on accompagne qui fonctionnent. C'est aussi les arrêts de tabac où les gens n'auraient jamais cru être capables de ça. Ils se découvrent libérés de ça. Et, euh, dans les douleurs chroniques, c'est la diminution des médicaments, des anxiolytiques, des choses comme Et les ça, c'est patients te satisfaisant. disent, j'ai Ouais, vraiment ouais, réduit. ouais.
plus Euh, sorti, j'ai pas pris, si, j'ai mieux dormi, je me suis sentie mieux, bah, j'ai pu ressortir de chez moi, j'ai pu. donc, je pense que ça a été assez clair sur la douleur chronique. Tu mets en place des outils de gestion Mhm, de son corps finalement. mhm, Euh, En quoi, et puis tu as parlé de la PMA, je pense que ça c'est intéressant, en procréation médicalement assistée, donc pour mhm. les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, quel est le rôle de l'hypnose? Parce que ça paraît un peu bizarre, on n'y pense pas forcément. Euh, Ça alors, m'avait étonné quand on en a parlé, que tu me ouais, disais qu'on ouais, en fait en ouais. PMA. Alors, on va pas faire ovuler les femmes ou on va pas faire accélérer les spermatozoïdes. Euh, dans toutes les problématiques comme ça, où on sent bien que quelque part, il y a une part émotionnelle. Euh, et je ne parle pas des femmes à qui on dit c'est dans la tête, il suffit de ne pas y penser, etc. Je parle du parcours de PMA où déjà les femmes ont un pré-parcours de PMA qui a été des tests de grossesse négatifs, des difficultés, puis l'inquiétude qui augmente en se disant ici ça ne marchait pas. Accepter qu'il faut aller en centre de PMA. Dans le centre de PMA, on va leur dire il y a telle cause, ou alors presque pire, il n'y a pas de cause, ça devrait bien marcher, et puis ça ne marche pas. Et donc il y a une espèce de pression comme ça qui grandit, qui repose beaucoup sur la femme, même si c'est bien sûr le couple. Et malgré tout, c'est des femmes qui vous disent bah, c'est moi qui ne tombe pas enceinte. Ouais, ouais. Avec la graine Oui, qu'il y a elle en a moi, honte. voilà, Ouais. c'est quand même mon corps qui ne produit pas une grossesse. Et donc il y a cette charge émotionnelle qui grandit à chaque cycle, à chaque PMA raté, à chaque test de grossesse négatif, à chaque grossesse arrêtée. Euh, et donc ça vient un petit peu se greffer au fonctionnement du corps, comme une petite plaque d'athérome qui vient grossir dans Hmm. un vaisseau sanguin et puis qui fait que le flux est moins laminaire comme ça. Et donc l'hypnose va agir là-dessus, c'est-à-dire sur, sur tout l'état émotionnel de manière à créer l'environnement le plus favorable finalement pour ça. À décharger un petit peu la pression, à recommencer un petit peu à se projeter. Et à... on sait bien que nos pensées négatives peuvent influer négativement sur votre corps. L'anxiété, ça peut donner des troubles digestifs, etc. L'hypnose, l'idée, c'est ben, de se remettre dans un état d'esprit où on envoie les bons signaux au corps pour que tout fonctionne le mieux possible, le plus favorablement possible. Et donc ça vient se greffer à ça. On a fait un enregistrement sur tout le stress Mhm, avec un ami immunologiste et il expliquait que le stress est perçu dans le grand public comme un truc psychologique, mais mhm, qu'en fait, il y a une réalité biologique avec une augmentation du cortisol, de mhm, l'adrénaline, qui ne sont pas forcément dosables ou qui ne sont pas reflétés dans des mhm, dosages. Et moi, je pense qu'une des grandes raisons d'échec de PMA, c'est cette dérégulation de l'axe mhm, cortico-adrénalien, c'est-à-dire que les femmes ont un peu de corticoïdes et d'adrénaline, et qui va faire qu'en fait, en tant que mammifère féminin, si je peux me permettre, c'est un corps en état de stress. Et mhm. un corps en état de stress n'est pas prêt À procréer. à, voilà, que ce soit C'est pas le un moment. lapin ou une Il est prêt à souris courir, ou quoi. une Il est pas. voilà, exactement. Donc c'est des signaux de survie. Mm. Et, et on remarque, alors ça paraît très anecdotique, mais il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes dans des parcours de PMA quand elles abandonnent la PMA. Oui, c'est vrai. Et du coup, ce que tu dis sur l'hypnose, je Mhm. pense que je comprends. Est-ce que donc du coup tu le conseilles très tôt? Est-ce que tu conseilles aux gens de qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est en parcours de PMA, comme tu dis, hein, c'est la tête dans le guidon, on Mhm. prend le diagnostic de l'infertilité, la honte sociétale ou le poids sociétal, ah, elle n'y arrive pas ou j'y arrive, mes copines y arrivent, Mhm. etc. À quel moment une patiente devrait se dire, en fait, c'est un outil qui pourrait vraiment m'aider? Est-ce que ça serait très tôt pour toi ou est-ce que... euh, Idéalement, oui, c'est tôt, justement pour éviter que la pression ne monte et puis de vivre ce parcours le mieux possible. Euh, Souvent, c'est un petit peu justement en fin de parcours de PMA après plusieurs achats, parce qu'elles se disent bon bah
je vais prendre tout ce qui est possible Hmm. de plus pour essayer d'améliorer un petit peu mes chances. Mais idéalement, comme tout parcours médical, plus on est accompagné, mieux c'est, et moins la charge émotionnelle ne grandit, ou la pression, ou la solitude aussi. Et puis c'est un moment où on peut en parler aussi. Et donc sur la douleur chronique, tu disais que les séances sont beaucoup axées sur comprendre sa douleur, Mhm, contrôler enfin, son émotion mhm. et être capable. euh, dans ces séances PMA, c'est le même. C'est quoi qu'est-ce que tu Alors, mets en place comme alors, dans les suggestion? séances PMA, ça dépend complètement de la patiente, de ce qu'elle me dit, de la façon dont elle vit les choses. Il n'y a pas de séance type. D'accord. C'est vraiment tiré de son histoire et de son vécu, de quoi elle a besoin à ce moment-là. Et il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a une. Oui, donc ça peut être de l'anxiété pour certaines, ça Mhm. peut être un travail sur le sentiment de honte pour Oui, d'autres. ou ça peut être avoir du mal à la fois à se projeter dans une grossesse et se confronter au possible deuil de ne pas réussir. Ça peut être les problèmes de couple, ça peut être des problèmes d'estime de soi, ou de prise de poids, ou de tabac. Enfin, c'est, là, c'est vraiment les femmes que j'écoute et qui m'expliquent leurs problématiques à ce moment-là. Est-ce que tes séances sont coordonnées à des traitements de PMA ou c'est dissocié? Est-ce que tu vas dire aux patientes, bah, on se voit avant votre insémination, ou Mhm. on se voit avant votre FIV ou pas spécialement en fait? Alors, un peu des deux. C'est-à-dire que j'aime bien faire une séance un petit peu au plus près de l'implantation ou du transfert, pour faire à la fois une séance un peu axée PMA et aussi axée pré-op, j'ai envie de dire. Mhm. Parce qu'il y a aussi tout ce système de je viens, c'est quand même une petite opération, on est dans un environnement médical, perfusion, tout ça, donc il y a ça. Donc c'est important d'avoir une séance un peu pré-transfert ou pré-implantation, mais d'en avoir un petit peu en amont pour accompagner le processus. Et donc, pour celles qui réussissent à tomber enceinte, enfin, tu as eu des histoires, j'imagine, de femmes qui échec, et puis Mhm. hypnose, et puis ça Ouais, marche. ouais. Mais c'est très dur ensuite de savoir si Bien c'est. sûr, on ne Voilà. saura jamais dire. Elles vont vous dire ah oui, non, mais après l'hypnose, ça a marché tout de suite. Personne ne saura jamais si c'est ça Personne. qui Il a n'y a, il y changé. a pas d'études qui ont été faites aujourd'hui. Non. Euh, donc pour celles qui tombent enceintes, tu continues un accompagnement de grossesse ou est-ce qu'il y a Oui. un rôle de l'hypnose dans la Alors, grossesse? si elles en ont envie, on peut. Ça part toujours de leur problématique à elles. Ça se substitue pas à un accompagnement de suivi médical, une sage-femme ou un médecin bienveillant qui répond aux questions, etc. Moi, je leur propose aussi de la préparation à l'hypnose, surtout pour celles qui ont un projet d'accoucher sans péridurale, mais pas forcément. Alors pareil, ça ne se substitue pas à la préparation à la naissance faite par les sages-femmes, mais c'est un autre moyen d'apprendre à connaître son corps et à se préparer à ça. D'accord, donc pendant la grossesse, on peut avoir, indépendamment d'une PMA, on Mhm. peut avoir un complément comme l'hypnose, mais qui Oui, vient en complément de la sophro et de la préparation à oui, l'accouchement. alors après, il n'y a pas forcément besoin de tout multiplier. Euh, euh, il y a des patientes qui ont envie de continuer un petit peu ça parce que elles ont été séduites par l'outil et que elles ont envie de l'utiliser un petit peu en hypnose. C'est quoi les problématiques grossesse-accouchement que l'hypnose Alors, traite? on va avoir les nausées, hein, les vomissements, les nausées-vomissements qui durent au-delà du premier trimestre. On va avoir les troubles de sommeil, on va avoir les douleurs, ce qui peut être anxiété, etc. Et puis, voilà, sur la deuxième partie de la grossesse, ça va être plus la projection autour de l'accouchement. Où en fait l'hypnose va aider les femmes à mieux se préparer à. Ouais, ouais. C'est-à-dire que l'idée dans ma préparation avec l'hypnose, c'est faire de l'accouchement la meilleure expérience possible. On ne sait pas les cartes qu'on va avoir. On ne sait pas si on va avoir la carte accouchement prématuré, on ne sait pas si on va avoir la carte accouchement très rapide, la césarienne.
les forceps, l'hémorragie, la séparation du précoce du bébé parce qu'il fait une petite détresse respiratoire et que voilà. Donc l'idée c'est de préparer vraiment les femmes à pouvoir compter sur elles, sur leur conjoint, euh, pour intégrer sans être trop choquée tout ce qui peut se passer à l'accouchement et en faire l'expérience la meilleure possible, quoi, la moins stressante, la plus enfin, qu'elles gardent un petit peu de pouvoir là-dessus, leur expliquer un petit peu comment elles peuvent discuter avec l'équipe soignante pour utiliser ce genre de technique, et puis tout l'aspect de la gestion de la douleur. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de... Donc, il y a ce suivi, enfin, beaucoup de travail sur l'anxiété, etc., sur tout ce que tu viens de décrire. Euh, L'autre chose pour laquelle l'hypnose est connue, c'est l'arrêt du tabac. Pourquoi est-ce que l'hypnose, ça fonctionne sur le tabac? Enfin, sur les addictions, peut-être en général d'ailleurs, parce qu'on parle du Oui, tabac, oui, mais... ouais. Ça fonctionne bien parce que l'hypnose fonctionne bien sur les aspects pulsionnels. Donc ça peut être aussi sur l'alimentation ou ce genre de choses. Et sur l'aspect comportemental. Vraiment le changement de comportement, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir me induire en moi un dégoût ou est-ce qu'en fait, Alors quel est le finalement, mécanisme en fait? induire un dégoût, c'est une petite partie. Enfin, ça convient à certaines personnes, mais finalement pas tant que ça. Encore une fois, on en revient à l'entretien que je fais avant. Et moi, j'aime bien faire parler les gens sur leur relation au tabac. Voilà, comment ça a commencé, est-ce qu'ils ont déjà essayé d'arrêter, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des rechutes, pourquoi ils veulent arrêter, etc. Et donc, ma séance d'hypnose, elle va se greffer à ce que eux veulent, c'est-à-dire il y en a qui vont vous dire non, moi j'ai trop peur de la maladie, ou c'est trop cher, ou bah, là c'est la grossesse, il faut que j'arrête. Et donc c'est ces leviers-là que je vais utiliser, ils sont vraiment très individuels en fonction de chaque personne en fait. Et donc je vais appuyer sur le changement de comportement qui va leur parler le mieux. Ah oui, donc c'est très personnalisé, Ouais, c'est pas genre une j'arrive pas séance à faire tabac en ça. fait. J'arrive pas à faire ça. C'est-à-dire que une séance tabac de groupe, ça va peut-être convenir à une ou deux personnes parce que vous allez tomber sur le bon truc, parce que vous allez choisir ce qui statistiquement fonctionne le mieux. Et puis il y aura toujours des gens qui s'y reconnaîtront pas. Alors ça va peut-être marcher un petit peu parce que bah, l'effet de groupe, l'idée de faire de l'hypnose comme ça, le fait de payer cher aussi, parfois ça joue. Et puis ça s'épuise. Et là, ton but en général, c'est une séance et les gens s'arrêtent ou est-ce que c'est plusieurs séances? Comment ça se marche ce Alors, une fois parcours? de temps en temps, c'est une séance et les gens s'arrêtent. Sur certains où moi j'évalue que voilà, une séance peut suffire. Après, je peux me tromper, hein. Souvent, c'est quelques séances. Parce que je deviens meilleure au fur et à mesure qu'ils me font un retour. D'accord. Et du coup, le processus, c'est séance arrêt ou séance diminution un peu et puis séance rediminution un Alors peu ça, c'est plus? ma casquette tabacologue. On en Ouais. discute. Il y a des gens, ils sont pas prêts à faire un arrêt brutal. C'est pas leur conception. Alors il y en a qui font un petit peu pousser là-dedans parce qu'on sent que ce serait là. Et puis d'autres, moi je sens que il faut un palier, un ou deux paliers, une petite période de transition. Parfois, ne serait-ce que pour les amener à se dire c'est bon, j'en ai marre de les compter, j'en ai marre de me réduire à 5, allez, c'est bon, maintenant on arrête. Parfois, il fallait cette petite. Alors que si on leur disait, bah, vous savez, compter c'est chiant. Donc, encore une fois, c'est très individuel. Oui, donc en fait, il y a pas vraiment une recette. Pas pour moi en tout cas. Enfin, Enfin, c'est pas la façon dont je le conçois. et là, dans l'hypnose, est-ce que tu utilises aussi les substituts nicotiniques, les patchs, les trucs comme ça, ou pas Ouais. spécialement en fait? Si, si. En fait, toujours avec ma casquette de tabacologue, j'ai commencé avec ça, Ouais. etc. Donc, bah, j'évalue un petit peu. Il y a des scores comme ça qui permettent de savoir un petit peu la dépendance physique. Et puis en fonction de ce que les patients ont envie, il y en a qui me disent non, surtout pas, je veux pas tomber là-dedans. Voilà, c'est des choses que je respecte. Mais oui,
pour moi, c'est pas l'hypnose toute puissante, si puissante qu'on puisse se priver d'une béquille qui a fait ses preuves chez des tas de gens, qui est les substituts nicotiniques. Donc, Et c'est quoi à peu près les résultats de l'hypnose dans le tabac? On a quel pourcentage de réussite, si on peut parler de pourcentage de réussite? alors, en pourcentage de réussite, comment dire, l'intéressant, c'est de voir au niveau du temps, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des très bons pourcentages de réussite à 3 mois, à 6 mois, et puis comme beaucoup d'autres techniques, ça diminue un petit peu. Mais je dirais à 6 mois, c'est mon estimation de... Oh, j'ai tapé le micro. C'est mon estimation de ma pratique à moi. À 6 mois, on est peut-être autour de 70%. Des patients qui arrêtent Ouais, complètement. qui ont gardé un Et, arrêt stable. et les techniques comme par exemple le laser dans les oreilles, des choses comme ça, est-ce que c'est validé ou enfin là Alors, comme j'en ouais, profite comme tu es tabacologue ouais. aussi. Petite personnelle, je suis pas très convaincue. Je me méfie toujours des techniques très très chères et qui promettent la lune. Hmm. Alors ça peut utiliser ce qu'on appelle l'auriculothérapie en fait, hein, qui a plus fait ses preuves en fait de stimuler des points d'acupuncture finalement. Et donc j'imagine, sans connaître très très bien, que le laser va utiliser ce genre de points-là. J'ai pas vraiment d'avis. C'est pas un truc qui est rentré dans la norme en tout cas. Non, non, ça reste quand même à la marge. Oh. Et donc, pareil pour l'arrêt du tabac, euh, tu conseilles plutôt de s'approcher d'un hypnothérapeute ou de ces stratégies-là après avoir essayé d'autres trucs ou très tôt en fait. Euh, Moi, je pense que c'est un peu comme la contraception, c'est ce qui vous convient le mieux qui marchera. Il y a des gens, ils vont se tourner naturellement vers l'acupuncture, vers les substituts, avec le pharmacien, avec le médecin, et d'autres qui ont envie de faire de l'hypnose ou qui, au terme de plusieurs échecs, ont envie d'hypnose. Moi, je trouve que c'est une bonne approche à partir du moment où voilà, il y a un aspect comportemental qui est pris en compte. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est imaginer que, alors pour certaines personnes, ça va fonctionner, mais pour la majorité, pas nécessairement. Ce n'est pas un maraboutage qui d'un coup va vous dégoûter de la cigarette. C'est une somme de, c'est le moment pour vous, c'est le bon thérapeute qui a su trouver les bons leviers, et peut-être que pour vous, ça aura l'effet d'un maraboutage, mais ce sera beaucoup plus que ça. Et c'est quoi les causes d'échec? Pourquoi les gens reprennent en fait? Euh, les gens reprennent parce que parfois, ils ont du mal à faire le deuil de leur tabac. Ils peuvent reprendre parce qu'ils ont aussi du mal à faire le deuil du fumeur occasionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, allez, j'ai tenu 3 mois, maintenant je peux peut-être me dire, vas-y, je vais en fumer une de temps en temps, un petit plaisir. Et les mécanismes de l'addiction font que les gens rechutent à cause du mécanisme de l'addiction. D'accord, d'accord. Pas, et là, ça, on peut recommencer, Oui, ouais, ouais, voilà, tout à on fait. peut repartir en hypnose. Et j'ai des patients comme ça qui reviennent une fois de temps en temps, parfois une fois par an, en sentant que ça faiblit un petit peu et qu'ils ont besoin de D'accord. s'y remettre. Mais est-ce que ces patients repartent avec un peu une boîte à outils aussi, Oui, pareil, ouais, en leur disant utilisez ça, oui, faites ça? ouais. Et du coup, est-ce que ça marche aussi pour euh, les troubles du comportement alimentaire? Parce Oui. que, et je parle anorexie Ouais. et boulimie ou surcharge pondérale. Mhm. Alors, concernant l'anorexie notamment, il faut garder une certaine humilité. On ne guérit pas de l'anorexie grâce à l'hypnose. C'est une pathologie sérieuse. Il faut forcément un suivi conjoint. J'ai eu des patientes anorexiques. C'est toujours dans le cadre d'un suivi conjoint psychiatrique ou avec des centres ou ce genre de choses. Euh, Partout où il y a un aspect comportemental et pulsionnel, l'hypnose peut agir. Donc on peut agir là-dessus, sur ces comportements-là. Ça ne va pas guérir un gourmand. Vous voyez, quelqu'un qui aime bien les pâtisseries, voilà, et qui dirait, bon, il y a peu de chances que Mais ça par contre, la fonctionne. personne qui utilise la nourriture Oui, comme comme un levier substitut, d'anxiété voilà, ou un peu exactement. comme
pilule à Ouais, dopamine. exactement, ça peut agir sur les accès d'hyperphagie ou ce genre de choses. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est recommandé dans un parcours de perte de poids Oui, ou pas spécialement? oui. Alors encore une fois, dans un parcours de perte de poids, ça va agir sur ce qui est le périmètre de l'hypnose. Euh, on ne peut pas vous faire fondre comme ça avec l'hypnose. Et moi, dans les parcours de poids, j'inclus toujours la pratique d'une activité physique, le suivi médical, etc. Et ça va se greffer en plus pour améliorer les chances. Et donc, en fait, dans toutes ces trucs enfin, toutes ces pathologies que tu nous as décrites et ces conditions, euh, la séance, elles sont très variables en fait. Tu as autant de séances que de Ouais, gens et de pathologies. oui. Bah, c'est ça qui m'intéresse, moi. J'aime bien. Oui, mais il y a un vrai travail psychologique derrière Oui, en fait de comprendre pourquoi ouais. qu'est-ce qui est entre guillemets cassé ou qu'est-ce qui ne marche, fonctionne pas très bien. Euh, Est-ce que les gens doivent, parce que il y a des gens qui, moi j'ai vécu des séances d'hypnose Mhm, avec, on va dire des gens qui sont venus et j'ai vu des trucs incroyables. J'ai vu mon fils n'est pas capable de reconnaître ses parents et mhm, ma fille qui mourait de rire parce qu'elle n'était pas réceptive. mhm, Est-ce qu'on peut travailler sa réceptivité? Est-ce qu'il y a des gens qui ne seront jamais mhm. réceptifs ou est-ce que, en fait, c'est une question d'état d'esprit, de comment va une séance, etc. Alors, on peut travailler sa réceptivité, ce qui revient pour nous à ce qu'on appelle contourner les résistances, finalement. Des gens qui sont sceptiques ou qui se disent j'y arrive pas ou j'arrive pas à lâcher prise ou ce genre de choses, en discutant et en changeant un petit peu notre approche. Parce qu'il y a une approche qui va convenir à beaucoup de gens, et puis il y a des gens un petit peu à la marge de la cour de Gauss, pour qui ben, il faut faire de l'hypnose beaucoup plus parler ou active. Enfin, moi, il m'est arrivé de faire des séances d'hypnose avec des gens qui se balançaient debout Mm. comme ça, plutôt que comme ça, tranquille, en leur disant vous êtes à la plage. Voilà. Euh, donc, on peut travailler sa réceptivité comme ça avec un thérapeute qui réagit et c'est un petit peu un ping-pong, une confiance qui s'établit et donc les gens qui sont plus volontaires à aller dans l'hypnose et qui sentent qu'ils y arrivent mieux comme ça. Malgré tout, il y a un socle qui est inné et qui fait qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs, plus suggestibles que d'autres. Il y a des gens avec vraiment très peu, un petit niveau d'hypnose, j'ai envie de dire, qui partent, qui font tout de suite des gestes, qui s'imaginent, voilà, enfin, leur corps réagit très fort. Et puis, et d'autres, ça va pas se voir du tout. Donc il y a une partie qu'on peut travailler et il y a une partie qui fait qu'on est naturellement suggestible facilement. Et du coup, pour ces gens-là, pour tous une fois que moi j'ai été hypnotisé, entre Mhm. guillemets, après, tu m'apprends l'auto-hypnose ou c'est quelque chose, comment ça se passe, ce passage entre le travail que je fais avec toi et Ouais. ensuite le travail que je vais faire tout Alors seul? ça dépend des problématiques. Il y en a des problématiques qui n'auront pas besoin que les patients entretiennent ça par de l'auto-hypnose, et puis d'autres où il y aura besoin. Donc je fais des séances qui peuvent reproduire. Parfois je les enregistre et puis je leur donne un petit peu des consignes. Et l'auto-hypnose, c'est la même profondeur? C'est la même chose qui se passe chez moi tout seul qu'avec toi? Non, souvent c'est différent. C'est comme ben, c'est toi qui tiens les rênes, c'est autre chose. Mais tu peux obtenir le même résultat, notamment sur la douleur. Tu peux aller agir sur ta douleur et la faire diminuer comme moi je pourrais te la faire diminuer. Et c'est des séances, enfin, quand je m'auto-hypnose, ça dure 1 heure, ça dure 5 minutes, il y a Alors, une durée d'une séance d'hypnose typique? encore une fois, ça dépend des gens. Pour l'auto-hypnose, tu veux dire Ouais. Alors, au départ, je leur dis euh, d'y consacrer un petit peu de temps, c'est-à-dire un quart d'heure pour se mettre un petit peu en condition, etc. Si on leur dit une demi-heure, personne ne va le faire. Enfin, je pense qu'un quart d'heure, c'est pas mal. Et après, quand ils apprennent un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, soit c'est vraiment un moment qu'ils ont envie de prolonger, donc ils vont se dire, moi, une demi-heure, ça me fait du bien, etc. Ou alors, bah, après avoir fait ces séances comme ça et de m'être un petit peu entraîné, je sais les leviers, je sais à quoi il faut que je pense, et je vais plus vite. Et Ouais. donc, voilà. Et donc, parfois, bah, ils s'y consacrent 5 minutes, et parfois, ils le font
dans leur activité. Il suffit de convoquer les bonnes images, les bonnes perceptions, en fait, leur outil. Et ils font ça quand ils découpent une tomate pour la salade, et voilà, ils y pensent, ou quand ils regardent un film, ou ce Oui, genre ça de devient choses. une espèce Voilà, d'outil qu'on oui, une a. façon d'être finalement. Et comment tu. Alors, comment tu prépares ta première séance en tant que. On prend rendez-vous, je vais Mhm. venir, j'arrive comme ça. Est-ce que tu conseilles aux gens de préparer une liste de questions? Comment est-ce que tu conseilles d'arriver à cette première séance d'hypnose? Alors, moi personnellement, j'ai une fois de temps en temps comment dire, des contacts avec le patient avant la première séance, à l'occasion d'une prise de rendez-vous, ou s'ils veulent des renseignements, donc on en discute. Euh, mais non, en préalable, pas spécialement. Vraiment, pour moi, ça se passe pendant l'entretien. Ça a été long à mettre en place dans ma pratique parce que c'est aussi une dichotomie d'écouter les gens et puis de prendre, de mettre dans le panier de ma séance d'hypnose Mhm. de ce qu'ils disent. Et c'est quelque chose que j'arrive bien à faire maintenant. Euh, mais c'est ça qui me plaît aussi dans l'hypnose, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où il me parle, je me dis, ok, bah, je vais prendre par cet angle-là. Et donc, en fait, moi, en tant que, on va dire, patient, j'ai pas Mhm. besoin d'arriver avec Non. genre, une liste de questions ou. Si tu veux, si tu Ouais. te dis, bah mince, je vais oublier, il y a d'autres trucs que je veux. Voilà, il y a des gens qui viennent avec ça, ou qui me disent, bah voilà, j'ai regardé un peu la dernière semaine ce que j'avais mangé, ou comment je m'étais sentie dans ma tête, ou ce genre de choses. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mm. Euh, Comment est-ce que tu conseilles aux gens quel est le sentiment que quelqu'un doit avoir vis-à-vis de son praticien? Parce que là, c'est pas le psychiatre, c'est pas le Mhm. psychologue. Moi, souvent, quand j'ai des patients en tant que gynéco et souvent des femmes très jeunes, je leur dis le plus important, c'est si vous ne le sentez pas, si Mhm. vous n'avez pas un bon feeling, ne faites arrêtez la consultation, il n'y a Mhm. pas de souci. Moi, chaque gynéco est différent. Peut-être la façon dont je vous parle vous plaît pas. Je préfère que vous me disiez, écoutez, docteur, ça me plaît pas, plutôt que après vous ayez un mauvais vécu. Mhm. Et quels sont les quelque part garde-fous que tu Mhm. conseilles aux gens pour dire à quelqu'un, écoutez, là, je le sens pas ou euh, Alors, parce que c'est un moment de vulnérabilité quelque part. complètement. Tu te mets un peu à la contrôle de Les l'autre. patients me le disent bien, ils arrivent toujours un petit peu, bon, je sais pas trop à quoi m'attendre. Alors, moi, j'ai beaucoup de patients qui sont envoyés par d'autres patients, c'est-à-dire que voilà, par leur entourage, etc. Donc, ils sont un petit peu plus en confiance parce qu'ils savent que j'ai aidé quelqu'un ou qui sont aussi adressés par leur praticien, hein, quel qu'il soit. Euh, Moi, je viens d'une profession médicale. J'ai fait une formation rattachée à une faculté de médecine. Euh, Ça peut être un premier garde-fou de prendre des gens qui sont dans le milieu médical. Euh, Même si voilà, il y a des gens qui le pratiquent et qui le font bien. C'est important de sentir que la personne a un aspect déontologique de sa pratique. Hein, Mais c'est une question de feeling en fait. voilà, c'est une question de feeling. Euh, Moi, j'ai toujours eu de la méfiance envers les gens qui promettent la lune. Alors oui, on a envie hein, que quelqu'un vous dise, bah, en sortant, vous ne mangerez plus jamais de sucre, vous aurez envie de faire du sport tous les jours. Euh, Ça ne peut pas être réaliste. C'est pas ma pratique. Moi, c'est vraiment d'aider les gens à trouver leurs propres ressources et les aider et développer ça. On a de très bons résultats, mais il faut se méfier des gens qui promettent la lune. Et puis, il faut avoir confiance. Si vous ne le Faut se sentez pas, sentir vraiment à ouais, l'aise ouais, et ouais, vaut mieux s'arrêter avant ouais, la séance en disant écoutez, je le sens pas. ouais, Si tout on à sent fait. qu'il y a un truc un peu. Mm. Il n'y a pas cette confiance qui est installée parce qu'on va être en situation de vulnérabilité un C'est peu. primordial. Ouais. C'est primordial. Euh, Est-ce qu'il y a plusieurs types d'hypnose? Est-ce que par exemple, si je viens et que je te dis quel type d'hypnose tu fais, il y a un nom à ça ou Alors moi, j'ai été formée à ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, mais j'ai envie de dire que finalement, après plus d'une dizaine d'années de pratique, l'hypnose que je pratique, c'est la mienne. Et Oui, oui. voilà, j'imagine qu'il y en a d'autres qui font beaucoup moins d'aspect entretien ou d'aspect un peu psychologique ou compréhension du patient et que c'est un petit peu différent. Euh, euh, mais voilà, je pense que c'est tout un ensemble de choses qui font qu'on a une pratique un petit peu individuelle comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a il y a un âge pour
en dessous duquel, ou enfin, est-ce qu'une adolescente peut venir faire de l'hypnose? Est-ce qu'il y a des garde-fous, Mhm. par exemple? Est-ce qu'on ne veut pas les enfants? Est-ce que... Alors, ça dépend des hypnothérapeutes. Moi, je vois aussi les enfants, avec ou sans leurs parents. Enfin, je les vois toujours, enfin, je vois toujours les parents avant. Pendant la séance, je laisse l'enfant décider si le parent veut être là ou pas. Voilà, quand ils sont ados, je les laisse décider. Quand ils sont voilà, 6 ans, des choses comme Ah, ça, tu bien peux, sûr, tu les peux parents. commencer aussitôt Oui, que ça? ouais. Euh, c'est pas le cœur de ma pratique, j'en ai quelques-uns, mais pas énormément. C'est une autre façon de pratiquer avec les enfants, parce qu'ils ont aussi un imaginaire débridé, donc c'est assez intéressant. Moi, je considère que pour, moi, pour pratiquer l'hypnose avec un enfant, euh, il faut qu'il soit à un âge où il puisse comprendre euh, comme raconter une histoire. C'est-à-dire que voilà, à l'âge où ils peuvent comprendre une histoire. D'accord. Et donc ça, c'est pour les enfants. Pour les adolescents, il n'y Mm. a, il y a aucun problème, en fait. Non, il n'y a Et pas de c'est quoi problème. le type de pathologie que tu traites dans l'adolescence? L'anxiété. Donc c'était Ouais, l'anxiété autour ou de la scolarité ou de... la dysmorphie peut-être un peu. Et pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc la puce, les troubles anxieux. Ouais, c'est plus des troubles anxieux. Et puis les Souvent. addictions, pareil, du coup, chez l'adulte, Ouais, pareil, ça marche ouais. aussi bien Mm, mm. chez l'enfant. Euh, euh, je reviens un tout petit peu sur quelque chose. On a parlé un petit peu des douleurs Mhm. tout à l'heure. On n'a pas parlé d'un truc que je trouve qui est assez fréquent finalement et un peu méconnu, qui est le vaginisme. Donc Ouais. c'est ce fait que les femmes se contractent Mhm. souvent suite il peut y avoir une histoire d'agression sexuelle, il peut y avoir un rapport qui a été douloureux avec son partenaire et du coup le pelvis a enregistré ça, il peut y avoir un examen gynéco qui a été un peu brutal, même enfin malgré la bonne volonté du gynéco. Est-ce que ça marche l'hypnose sur ces pathologies de Ouais. type douleur vulvaire, vaginisme, etc. Oui, oui, ça fonctionne bien. J'ai quelques patientes là-dessus aussi du fait de ma double casquette de sage-femme. Oui, on a de bons résultats là-dessus. Euh, Encore une fois, j'ai une collègue sexologue qui m'accompagne aussi pour ces patientes-là. Euh, Toujours voir l'hypnose comme quelque chose de complémentaire. C'est-à-dire que ça peut être conjointement à une psychothérapie, ça peut être conjointement avec des exercices avec la sexologue ou avec une kiné, des exercices purement physiques, de réappropriation du corps, etc. Et en hypnose, bah, oui, ça va travailler sur cette contraction involontaire, sur la peur, sur toute l'imagerie symbolique que ça peut avoir, euh, tout le poids de parfois du tabou de la sexualité et du sexe féminin. Donc il y a énormément à faire et ça apporte beaucoup en hypnose. C'est quoi ta vision, alors perso et un peu basée sur ton expérience, de ce que l'hypnose va être euh, dans la santé et dans le bien-être féminin? Et quand moi, je pense qu'il y a aujourd'hui une méconnaissance de beaucoup de choses, d'outils. Alors, et je pense par exemple au yoga, je pense à la Mhm. méditation, euh, dans le grand public en fait. Il y a encore, alors ça s'est beaucoup démocratisé ces dernières années, mais je pense que euh, pour avoir moi beaucoup appris personnellement à travers et la méditation et le yoga, alors que j'étais totalement récalcitrant, aujourd'hui, je prônerais plutôt même que ça s'enseigne à l'école, en fait, que Mhm. les enfants C'est vrai. sachent gérer leur corps, sachent Mhm. se poser 5 minutes et faire un peu le vide. Mhm. Euh, Est-ce que tu penses que l'hypnose va être quelque chose qui va augmenter comme ça dans le bien-être féminin, mais Mhm. indépendamment même euh, des problèmes médicaux? Enfin, Ouais. est-ce que quelqu'un qui va plutôt bien, est-ce que pourra avoir cette boîte à outils de l'hypnose? Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. L'hypnose s'inscrit complètement dans cette dynamique euh, d'accompagnement, de transfert de pouvoir aussi du corps médical aux patientes et puis du développement pour chacune, ben, de pouvoir
maîtriser son corps, ce qui nous arrive, ses émotions. Je pense que c'est vraiment amené à se développer dans ce cadre-là. Et comment tu... euh, alors, il y a des gens qui vont entendre ça, il y a des gens qui ont lu quelque chose sur Internet, etc. Quel est le mécanisme pour toi qui fait que quelqu'un devrait commencer à juste aller prendre une première consultation? Qu'est-ce qui chez une femme, on va dire, devrait se dire, tiens, ça peut être pas mal que j'essaye ça. Ça peut être l'idée de ne pas avoir envie de tout subir, en fait. D'être actrice, de comprendre et de pouvoir avoir une solution à des choses qu'on pense comme étant la fatalité, on peut rien y faire, ce genre de choses. C'est vraiment de pouvoir opposer quelque chose et agir soi-même au sein de soi. Donc c'est assez intéressant ce que tu dis parce qu'en fait on a souvent l'idée que si je viens te voir en hypnose, tu prends le dessus Ouais, et je c'est moi suis qui très fais. passif. Alors qu'en fait tu viens de dire l'inverse en fait, c'est-à-dire que si moi je sens qu'en fait je veux pouvoir être capable de mettre des changements en Ouais. place, c'est Viens chercher les clés chez moi et tu vas ouvrir les portes après. d'accord. Oui, donc c'est pas du tout un transfert de pouvoir en fait, c'est plutôt une Moi, j'aime bien cette métaphore de dire je vous aide à trouver les clés et puis vous allez ouvrir vos portes. D'accord. Tu m'as pas hypnotisé pendant ça. Tu verras bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important tu penses que j'ai pas abordé dans... Non, je pense qu'on a vu un petit peu tous les aspects et puis bien redire qu'effectivement, il faut une relation de confiance pour que ça fonctionne. Merci beaucoup, Émilie. Écoute, Avec plaisir. j'ai appris pas mal. Écoute, je pense qu'on fera une suite ou peut-être on fera même une séance d'hypnose en live pour voir ce que ça donne. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Ok, merci.